Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Ça, M. Trépanier, mes hommages. Salut Alex, je voulais te faire une petite passe de golf comme ça, mais il faudrait que j'y aille lefty, hein? Oui, lefty, écoute, Hé! 50 ans, tournoi majeur, François. Ouais. Puis ça, on dirait que c'est le plus plate des quatre. On s'entend, le PGA Ouais. Championship, là. On accroche dirait moins. qu'on accroche moins que le US Open, que le British Open ou que le Masters. Mais dimanche, on a accroché quand même. Mais oui, puis as-tu vu la foule? Ils ont perdu le Oh. contrôle. Puis là, il y a un peu du monde parce qu'on Ouais. s'entend que en Europe, c'est encore à huis clos à bien des places. En Amérique, au Canada, c'est encore, bon, les règles sanitaires en place. Aux États-Unis, c'est free for all. Et là, plusieurs personnes chialaient par rapport à ça, l'attroupement qu'il y a eu à la fin. Il n'y avait pas tant de masques. Ça a comme C'est quand même qu'il n'y en avait aucun. Même Brooks Koepka n'a pas aimé, hein, en passant. Ah, OK. Non, lui, l'attroupement, il n'a pas trippé. Soit dit en passant. Il n'a pas aimé d'autres choses aussi. Non, je vais vous montrer tout de suite, avant de continuer, un petit vidéo. Ça dure 40 secondes. Regardez bien ça. C'est Brooks Koepka qui parle à NBC Sports. Il ne parle pas à Sport Express, là. Il parle à NBC Sports. Bryson DeChambeau passe derrière. Et regardez bien la réaction. I don't know what other guys have said, or I just felt it difficult to read. You know, sometimes I fucking lost. I lost my train of thought. Yeah, hearing that bullshit. Fucking Christ. Dans le fond, c'est pas compliqué, François. Là. Bon, il y a quelques... En fait, on n'a pas mis de bip, là, mais Bryson DeChambeau passe. Il a dû passer un commentaire C'est avant, sûr. parce qu'on entend Koepka dire « I'm tired of this bullshit ». Je suis tanné de toute cette merde-là. T'entends le bruit des crampons Mais les solides. crampons, les bons vieux crampons en métal. Puis on dirait qu'il fait exprès pour y aller sloppy pour qu'on les entende. Tu sais, c'est une entrevue quand même à NBC Sports qui, eux, ont signé un gros contrat avec la PGA. Absolument. Là. Tu sais, c'était pas une télé locale. Tu sais, Koepka, c'est un gars qui est toujours calme. Oui, qui termine toujours bien dans les tournois majeurs, lui. Hein? Un bon ami de Tiger Woods, Ouais. également, François. Notre invité cette semaine est de retour en sol québécois, François? Absolument. Éric Gélina, qui est de retour de Suède, qui termine sa quarantaine aujourd'hui. Ouais. Et nous, on enregistre le mardi, comme vous savez, mais Éric s'est fait vacciner également aujourd'hui. Alors, on l'a dit, il est prêt à aller manger au restaurant, aller jouer au golf, rénover sa piscine, rénover son spa, rénover ce qu'il veut. Éric est vraiment de retour en force au Québec. Et on a bien hâte de voir l'année prochaine qu'est-ce qui se passera avec notre grand ami. Et Alex. là, mais non, mais le jeudi, on tourne le mardi, mais jeudi, c'est ton anniversaire, François. Bah, En voilà. merci, Alex. Bonne fête, François. De la part de C'est, toute l'équipe de la télé. Ben oui, c'est un honneur pour moi de te l'offrir. Merci, les Et boys. puis, Merci, Alex. Quel âge ça te fait? 42 printemps. 41 année de moins que Tom Brady. Ouais, 43 un année de pour moins que Tom, toi aussi. Et une année moins que moi. Salutations à Jean Guillet également. Voilà. C'est de tout mon cœur et de tout mon amour. Merci à toute l'équipe de la télé. Bienvenue à Sport Express. François, pour une fois, on va lui parler sur le même fuseau horaire Ouais. que nous. On va aller le retrouver dans ses quartiers de Mont-Saint-Hilaire. Éric Gélinette avec nous. Salut, Éric. Eric. Les gars, ça va bien? Ça va très, très bien. Merci, Éric. La première diffusion est le jeudi. Donc, ta quarantaine se termine aujourd'hui et tu es nouvellement vacciné. Alors, c'est un homme nouveau, notre Éric Gélina. Ouais. Et François, selon la rumeur, c'est ton anniversaire également. Absolument. Alors, c'est vrai. bonne c'est vrai. fête, François. Ben, merci. Toute une journée. Toute Ouais, une journée. écoute, c'est fantastique. Éric, tu es de retour au Québec depuis 2 semaines maintenant. Ça s'est terminé, bon, abruptement en finale. C'est toujours c'est plaisant de se rendre en finale, mais toujours triste de perdre en finale. Parle-moi un peu de la saison. On va revenir un petit peu plus tard avec ton arrivée en Suède, là, mais je veux que tu parles de la fin de saison. Ça a été une superbe année pour vous autres, qui s'est terminée avec une défaite en finale, mais quand même, là, ça a été un superbe parcours. Oui, c'est sûr. Comme tu as dit, c'est quand même c'est triste la façon que ça s'est terminé en finale, surtout très rapidement, là. Mais je pense qu'on a écrit l'histoire du côté de Doug. Je pense que c'est la première fois qu'il avait gagné des matchs en séries éliminatoires. Fait que pour nous, je pense que c'est un gros accomplissement de se rendre aussi loin que ça.
C'est sûr qu'en tant qu'athlète puis en tant qu'organisation, tu veux gagner quand tu as la chance, tu as l'équipe pour aussi. Je pense qu'on avait quelque chose de spécial cette année avec ce groupe-là. Puis, mais c'est malheureux. Il y a des games qui étaient très serrés, qui se sont terminés en prolongation en finale. Puis c'est ces matchs-là que si ça tourne de notre bord, ben, on est dans le siège du conducteur, fait que la situation est différente, mais ils ont eu les bounces quand il fallait, puis nous, on n'a pas capitalisé assez sur les chances qu'on avait parce qu'on les a, comme on dit en anglais, out-chance à chaque match. Fait que c'est pas comme si on s'était pas présenté, ça a juste été un concours de circonstances. C'est triste un peu de la façon que ça s'est terminé comme ça, sachant qu'on aurait pu facilement gagner. Rick, ça avait l'air de quoi, là, pour le bénéfice des auditeurs, des téléspectateurs, la pandémie en Suède quand tu es parti? Est-ce que les gens de Rögle en Suède, tu le dis, hein, c'était comme une première, ça faisait longtemps que l'équipe n'avait pas participé aux séries, vous êtes rendu en finale. Est-ce que les partisans ont pu envahir l'aréna puis profiter des matchs de série ou malheureusement ça s'est fait à porte close, comme on dit en bon québécois? Les restrictions côté spectateurs dedans l'aréna, ça n'a pas changé durant l'année au complet. Là. Ça a toujours été les 8 spectateurs dans un siège d'estrade en tant que tel. Sinon, tu avais 8 personnes maximum par loge, puis 8 personnes par table de restaurant, qui est comme un peu une loge, si tu veux. Là. Fait que ça totalisait peut-être 300-400 personnes dans l'aréna seulement, mais on a senti le soutien de la ville et de la communauté de d'autres façons, là, des drapeaux affichés partout, des klaxons dans le stationnement avant les matchs quand on arrivait, les restaurants qui portaient nos couleurs, tout, c'était quand même cool. La frénésie était quand même intense, malgré le fait que les fans n'étaient pas là en personne. La ville était hockey. La ville était hockey. Hey, Eric, on se fait souvent poser la question parce que nos amis écoutent l'émission, puis les gens disent souvent, en tout cas, moi, ça me revient souvent, « Hey, ton chum Gélina, comment ça qu'il est rendu en Suède? Il me semble qu'il était dans le KHL, lui, après son passage dans l'organisation du Canadien. » Je veux qu'on revienne un peu en arrière parce que c'est vrai que quand tu as quitté, pour la majorité des gens, tu sais, bon, tu joues en Europe, hein, c'est ça, souvent les gens disent, ils jouent en Europe, mais au départ, c'était dans la KHL, tu es ensuite allé en Suède. Ça n'avait pas très, très bien été, toi, au départ, ton séjour en Europe. Je pense que c'était en République tchèque, hein, c'est ça? J'étais en Slovaquie, à Bratislava, avec le HC Stavan. Personnellement, ça avait été correct si on considère l'équipe qu'on avait comparativement à la Ligue au complet. Ça a été... je pense qu'on était sortis des séries au mois de novembre, donc on n'était pas compétitif du tout. Puis de marquer des points, c'était quand même relativement dur parce qu'on perdait naturellement presque tous les matchs, puis on n'avait pas beaucoup de chances de marquer non plus. Mais côté, si on prend tout en considération, les statistiques sont quand même raisonnables avec la saison qu'on a eue en tant qu'équipe. Je pense que le pourquoi que je suis parti de la KHL, en fait, c'était la situation financière de l'équipe avec laquelle... pas juste moi, mais toute l'équipe, même des joueurs de 2-3 ans auparavant, ils n'avaient pas été payés par l'équipe. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que je voulais sortir de là, puis aller à une place qui est stable. Je pense que je me suis retrouvé en Suède où c'est une ligue qui est très stable. Il y a une union des joueurs. Il n'y a jamais eu d'histoire de paiement en retard ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça que je recherchais. Puis, je pense que je suis tombé dans une organisation qui s'en allait vers le haut. Puis, année après année, pour les 3 dernières années, il se retrouve au top de la Ligue. Donc, je pense que c'est une bonne place pour moi. Puis, je veux dire, éventuellement, si je veux aller faire un coup d'argent, c'est la KHL. Puis, c'est différent côté qualité de vie. Ça fait que présentement, pour moi, la qualité de vie de la Suède, c'est plus attrayant qu'aller faire un coup de cash en Russie. Puis, c'est une ligue qui est extrêmement réputée maintenant à travers le monde pour les jeunes prospects ou même des joueurs de mon calibre ou de mon âge, si tu veux, qui veulent faire des retours et tout. Fait que pour moi,
tout fitait bien pour que j'aille en Suède pour les dernières années. Rick, juste pour revenir sur ton passage en KHL, là, je le sais, on se parlait régulièrement. Tu as été des mois et des mois sans être payé. On t'a entendu à la poche bleue la semaine passée, justement, tu en as parlé. Tu sais, on s'entend, le gars, Eric, il a joué NHL, il a eu des bons contrats, bien gagné ta vie NHL. Par contre, pour les joueurs recrues, pour les joueurs qui ont moins gagné d'argent, je suis curieux de savoir comment ça se passait pour eux. Tu sais, vous avez des logements à payer, des voitures. Fallait-tu que les kids restent chez leurs parents, coudonc? Oui, mais par chance, en fait, naturellement, les joueurs importés de l'équipe étaient tous des joueurs qui avaient déjà joué dans la Ligue nationale ou bien joué longtemps en Amérique du Nord professionnellement. Fait que nous, c'est sûr qu'on va là parce que c'est notre job et on veut se faire payer, mais en fait, par chance que les joueurs plus jeunes, c'était des Slovaques, puis ils pouvaient rester soit dans des familles qui connaissaient ou même chez eux, parce que tout et partout durant la saison, j'ai reçu deux mois de salaire. Donc, les recrues, que tu fais 2000 € par mois, c'est ça. Tu as 4000 € pour survivre 12 mois. Je ne sais pas si avec les loyers, les autos, la bouffe, ça t'en fait pas beaucoup non plus. Là. Fait que, par chance qu'eux, ils ont réussi ou pas qu'ils ont réussi, mais qui venaient de la place et qui pouvaient rester chez leurs parents ou des familles de proches. Je suis content qu'on soit allé sur ce côté-là parce que la KHL, c'est sûr qu'on en entend un petit peu plus parler dernièrement parce que c'est quand même l'équipe Bob Hartley qui a remporté la Coupe Gagarine. Il y a plusieurs Russes. À un moment donné, c'était comme un problème. Tu sais, des gars comme Kovalchuk qui avait arrêté son contrat en plein milieu au New Jersey pour retourner faire pas mal d'argent en KHL. Il y a Jaromir Jagr également. Beaucoup parlent de coût d'argent quand tu vas en KHL. Exact, qui avait signé un gros contrat. Il doit y avoir des arénas dans lesquels tu es arrivé. Moi, je suis ça un peu à distance si tu devais te dire, my God, attends une minute, là, il y a une équipe professionnelle qui joue ici. C'est au-delà du jet set de Moscou et des arénas alentours. On parlait du Lokomotiv, là, ça joue en Sibérie. Là. Écoute bien, là, il doit y avoir des matins, tu disais, tu peux-tu bien me dire qu'il faut aimer le hockey, pas à peu près, là? Oui, il y a des équipes dans des villes où c'est pas nécessairement des places très touristiques, je te dirais. Là. Mais oui, en fait, l'argent, ça l'attire les gars. Puis, en fait, les Russes en tant que tels, mais il y en a beaucoup qui viennent de ces endroits-là qui jouent professionnellement depuis des années. Donc, c'est sûr que c'est ça la différence, en fait, avec la parité dans la Ligue de la Suède et la Ligue de la Russie. Bien, l'argent, tu vas acheter les meilleurs joueurs. Donc, les Kovalchuk, les Jagr, etc., bien, ça va tout le temps dans les mêmes endroits, dans les mêmes équipes, là, les gros clubs que tu vois qui sont dans le top des classements à chaque année après année. En fait, c'est ça la différence quand tu joues avec une équipe de bas de classement puis tu affrontes les équipes du haut, ben tu as une grosse différence de talent puis le budget est nettement différent. Donc, c'est ça qui, en fait, fait en sorte que les mêmes équipes se retrouvent souvent au top de la Ligue. Puis souvent, les gens ont tendance à penser, parce que nous, ici, on voit la Ligue nationale de hockey, les gars qui gagnent relativement un bon salaire, mais soit dit en passant, là, oui, tu joues dans le pro, mais la recrue qui fait 700 000 par année, tu peux nous en parler longtemps, mais c'est signer des bons contrats. Un coup, tous les impôts enlevés, là, il en reste, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'en reste pas comme ce qu'on voit à la télévision. Tu fais pas miroiter ton 700. Non, c'est ça, exactement. Par contre, il y a un litige en ce moment dans la Ligue américaine, puis c'est là que les gens disent, bien là, voyons donc, pourquoi ils vont pas? Attendez une minute, là, c'est des pères de famille, souvent ils ont des enfants, c'est pas toutes des recrues, puis là, on leur demande en ce moment, je pense, de jouer une espèce de mini-tournoi, puis ils sont pas payés, il y en a là-dedans qui peuvent se blesser, pas arriver au prochain camp d'entraînement. Écoute, c'est pas évident la situation en ce moment, Eric, là. Non, exactement. Je pense que la réalité des salaires qu'on publie à la télévision, exemple, un joueur, on va prendre par exemple le salaire minimum de la Ligue nationale, 750, je pense maintenant, mais dans un gros marché, comme on va prendre par exemple les Rangers de New York, où tu habites à New York City, bien, déjà là, tu enlèves la moitié de tes impôts, tu enlèves les frais de tes agents, qui est 4 3 dépendamment des agents. Ensuite, tu as la taxe de la Ligue nationale qui est 18 de ton salaire complet aussi. Et ça fluctue. Tu reçois peut-être 1 ou 2 de retour de ça, mais presque environ, là, grosso modo, tu as 70 à 75 de ton salaire qui part de là.
Ensuite de ça, ben, tu as, le coût de la vie, tu as ton loyer à payer, tu as naturellement une maison ou quelque chose d'autre à la maison aussi. Donc, tu as 2 loyers à payer. Des fois, tu as 2 autos, tu as des enfants, tu as une femme. Comme tu as dit, il en reste, mais c'est pas 700 000 du tout. Là. Fait que c'est la réalité des choses. Puis c'est ça, en fait, la différence, pourquoi c'est attrayant pour les joueurs d'aller en Russie, parce que les taxes puis les choses payées, ça remonte peut-être à 18 en totalité. Fait que la différence est énorme. Écoute, on termine là-dessus, on va aller à la pause pub, puis on va revenir au retour avec la suite, parce que je pense que tes dernières saisons font en sorte que je pense qu'on peut entrevoir l'avenir de belle façon, Éric, mais tu veux juste prendre Olivier Michaud, qu'on connaît bien ici. Olivier, lui, quand il a été repêché par le Canadien, jouait à Long Beach, dans la East Coast, en Californie. Puis tu prends un gars comme David Desharnais, qui, au même moment, lui, jouait à Cincinnati. Écoute, c'est pas compliqué. Nous autres, il fallait être comme 5-6 dans le même appartement avec le salaire qu'on avait pour jouer dans l'East Coast à Long Beach, en Californie, où les appartements, t'oublies ça. Alors que Desharnais, lui, pour le même salaire à Cincinnati, où l'appartement coûtait 80 fois moins cher, avait un pas mal plus beau style de vie. C'est avec les gens en tendance. La ville dans laquelle tu joues, là, quand tu joues dans des niveaux inférieurs, là, écoute, ça paraît. On va s'arrêter, Éric, puis on l'a dit, tu as joué avec un maudit bon défenseur cette année qui, lui, risque d'avoir une belle promotion dans la Ligue nationale, mais je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent s'en venir pour toi également en 2021-2022. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Éric Gélina. Nous sommes de retour à Sport Express. Un nom qui est excessivement payant au Scrabble, c'est celui de ton coéquipier à la ligne bleue. François, tu as l'accent? Oui, coéquipier à la ligne bleue et élu défenseur de l'année en SHL, Moritz Seider. Voilà, premier choix des Red Wings en 2019. Payant avec les trémas au Scrabble, ça, j'aime ça. Lui, on le sait déjà, Éric, là, il va faire un saut en Amérique du Nord l'an prochain. Je pense que les Red Wings l'attendent à bras ouverts. Je pense qu'il va avoir un beau rôle également. Vous vous êtes bien complété dans le sens que toi, tu l'as aidé. Il y a eu une belle saison, belle complicité avec Éric Gélina. Mais le fait de jouer avec lui, on s'en était déjà parlé dans une autre entrevue, mais veut pas, les dépisteurs le regardaient, donc te regardaient. Tu as eu une excellente saison également. Donc, je pense que les deux, vous avez été très, très bons pour peut-être te revoir en Amérique en 2021-2022, parce que c'est là pas mal je veux m'en aller. La prochaine fois qu'on va te parler dans les prochaines saisons, je pense qu'il n'y aura pas de décalage. Le but, c'est de rester en Amérique, là, Éric. Oui, ça l'a bien tombé. Déjà, à la base, je m'étais préparé pour avoir une grosse saison personnelle. Puis le début de saison, mon camp d'entraînement et le début de saison avec Maurice arrive, ça avait vraiment bien été. Puis ça avait bien commencé. Je pense que j'ai aucun doute que j'aurais eu une bonne saison, non, malgré. En fait, si Maurice n'était pas là avec moi, mais. Je pense que ça l'a, surtout dans l'optique que j'avais de vouloir ouvrir des yeux puis avoir une saison au haut des attentes pour avoir des équipes qui éprouvent de l'intérêt envers moi. Je pense que l'arrivée de Moritz, ça a juste bonifié toute la chose en tant que telle parce que, comme tu as dit, les yeux des recruteurs sont rivés sur les jeunes prospects de plus en plus, surtout avec le draft d'expansion qui arrive. Je pense que Moritz, il y a un avenir de plusieurs et une longue carrière dans la Ligue nationale. Fait qu'en fait, le spotlight a été doublement plus gros sur moi et lui. Fait que non, je pense que ça a été juste une équipe du tonnerre. En fait, moi, je l'ai aidé pour essayer de montrer des choses d'expérience puis de travailler sur des choses que peut-être il y avait des petites faiblesses, malgré qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, de mon côté aussi, ça m'a aidé grandement d'avoir un joueur puis d'avoir la confiance en ce joueur-là. Puis la chimie qu'on a développée qui était relativement incroyable parce que jouer, c'était rendu facile. Fait que ça a été bon pour les deux. Écoute,
je sais que tu as signé avec l'écurie de Claude Lemieux et on va en parler de ton futur parce qu'il est rose. Je pense qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient pour toi en 2021-2022. Belle entrevue touchante la semaine dernière avec les gars de la Poche Bleue, des gars que tu connais bien, La Tendresse, La Pierre. Je veux qu'on parle tout de suite de Gilles Lupien. Vous allez comprendre pourquoi, les boys, parce qu'il reste 5 minutes à l'entrevue. Puis j'ai pas envie de donner 30 secondes à Gilles, qui est un gars qui a fait énormément. Plusieurs personnes, ça l'a ouvert. Même moi, je savais qu'il avait joué pour le Canadien, mais savoir à quel point il était apprécié par ses anciens coéquipiers à l'époque, qui avaient gagné 2 Coupes Stanley. Bel hommage au Centre Bell. Bel hommage hier. Nous, on enregistre le mardi, là, donc bel hommage lundi au Centre Bell pour Gilles. Ça a été un homme, d'abord, un homme d'une stature incroyable, parce que j'ai vu des photos, il était plus grand que toi, puis déjà, toi, t'es plus grand pas mal que moi aussi, là, mais c'était un grand homme, c'était un gars qui a été là pour toi dès le départ. Je veux que tu nous en parles de Gilles Lupien, parce que ça a été une lourde perte dans le domaine du hockey, mais dans le domaine personnel de bien des joueurs également. Oui, j'ai été sous l'aile de Gilles depuis l'âge de 14 ans. En fait, c'est à cet âge-là en fait, que les agents commencent à côtoyer les jeunes joueurs. Puis, de l'âge de 14 ans jusqu'à 27 ans, jusqu'à temps que je m'en aille en Europe, en fait, c'est Gilles qui s'est occupé de moi au complet. Soit que ce soit mes entraînements, mais peu importe, nomme-les, les histoires personnelles aussi, des hauts et des bas dans ma carrière ou dans ma vie personnelle aussi, ça a toujours été la personne à qui je me tournais parce que c'est une personne vraie, il n'a jamais eu de jugement, puis il est passé par le même chemin que moi, puis il comprenait absolument qu'est-ce que je vivais, puis je pense que c'est la personne qui voulait fighter pour tous ces petits gars le plus que j'ai connu dans ma vie. C'est une relation un peu un deuxième père, si tu veux. Je l'ai connu tôt dans mon adolescence, puis il a vu les étapes de moi grandir de l'adolescence, puis jeune adulte à adulte. Puis je pense que c'est vraiment une personne qui a eu un gros impact dans ma vie puis dans ma carrière. Puis je l'ai dit dans des entrevues précédentes, comme quoi encore aujourd'hui, il y a des choses que je me rends compte que je fais ou que je dis que c'est Gilles, dans le fond, qui m'a montré ça. Fait que c'était une lourde perte. Puis c'est malheureux de quelqu'un comme ça. Mais en fait, je suis content d'une chose, c'est qu'il n'a pas souffert, puis au moins là, il est bien où il va être. Éric, on t'offre nos sympathies, toute l'équipe de télévision, pour la perte de Gilles Lupien. Je sais comment, quand tu considères un homme comme un deuxième père, c'est parce que cette personne-là est très importante pour toi. Éric, en terminant, il reste moins de 2 minutes. On parlait un peu de qu'est-ce que le futur sera pour Éric Gélina. Là, si on a une date à garder en tête, Alex, puis Éric, tu vas pouvoir nous l'expliquer, c'est le 15 juin qu'on doit garder en tête, hein? Oui, exactement. Je pense que c'est universel pour tous les joueurs free agents qui proviennent de l'Europe de mon âge. En fait, c'est différent pour les jeunes qui signent des contrats d'entrée, des entry level qu'on appelle. Les autres peuvent signer déjà dès maintenant, puis ça peut être annoncé. Mais pour les joueurs plus vieux, il y a une date butoir qui est le 15 juin. Puis en fait, c'est ça. Pour moi, mon futur, je risque de savoir qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine dans les deux prochaines semaines, 3 prochaines semaines. Donc, ça va être un temps qui est quand même excitant de savoir si je fais un retour en Amérique du Nord ou non. Je l'ai toujours dit que c'est ce que je souhaite, puis c'est ce que j'espère, puis c'est à quoi j'ai travaillé très fort pour y arriver. Mais je suis dans une position qui est quand même confortable dans le sens que j'ai un contrat qui m'attend en Suède si jamais ça ne fonctionne pas. Fait que j'ai pas le stress que je vais avoir un job l'année prochaine. Donc, mais je me croise les doigts, puis j'espère que ça va fonctionner parce qu'à mon âge, c'est pas mal la dernière chance que je peux me donner de revenir en Amérique du Nord. Je pourrais toujours retourner en Europe éventuellement. Donc, c'est là où jamais. Puis j'ai mis les efforts, donc j'espère que ça va récolter. Tu sais, avec la saison que tu as eue, Éric, l'Europe sera toujours là anyways. Alors, tu sais, c'est ça. La porte va peut-être s'ouvrir en Amérique du Nord. Fait au moins, le timing est bon, puis tu vas pouvoir rentrer dedans. Je te le souhaite, mon Rick. Merci, bonne fête encore, François. Merci. Et il faudrait se revoir, Éric, sur un terrain de golf avec François prochainement. Ta quarantaine. On va se faire battre par le grand. Ah, j'ai pas de problème avec ça. Merci, Éric. Bon été, puis au plaisir de se revoir en présentiel ici avant ton départ pour peut-être une ville en Amérique du Nord. Merci, Éric. Bon été. Merci, les gars.
On s'arrête et au retour. Écoute, ça fait 2 semaines nous qu'on n'a pas tourné. Y avait-tu du NASCAR la semaine passée? Aucune idée. Probablement, j'imagine. Y avait-tu du NASCAR la semaine passée, Richard? Ah, malheureusement, il y en avait. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Combien de temps? 50 secondes? Oui, 50 secondes pour parler de NASCAR, Alex. Une 50, Une François. 50, Alors, hein? on a le temps. Le Je temps suis passe. allé jouer au golf, moi, Oui, en t'es allé fin de où? semaine, à Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine. Oui, oui. Sur Ça a le bien bord de la été Vin. sur le présidentiel. Oh, beau terrain. Ça a bien Beau été. terrain, Écoute, j'ai ramoné quelque peu au départ. Aimes-tu tes nouveaux bâtons? Je les adore. Oui, merveilleux. Il faut que j'aille chercher mon driver, d'ailleurs, avec mon Chez ami Sylvain, à la International colle. 2000. Il est arrivé. Alors, je t'en parlais lorsque je l'aurai. Tu vas être prêt pour le Grand Gélina. Tu vas voir que ça va être un bon concours de Ben, drive. c'est ce qu'on m'a dit. Eh bien, toi, tu seras là également. Oui, Et moi, puis, je frappe un peu moins fort que vous autres. Il y avait Course de Il y NASCAR. avait une course de NASCAR. C'était sur. Il y a eu de la pluie, c'est quoi? Oui. Ben oui, c'était au Texas. Parce qu'on le sait, hein, ces bagnoles-là, la pluie les empêche de rouler, François. Ouais. On dirait qu'on perd toute faculté comme pilote de NASCAR lorsqu'arrive la pluie. Hein? C'est fou quand même. J'entends C'est, Rick et Claude dans la régie qui ne te trouvent pas drôle présentement. Tu sais, des bagnoles à près d'1 million, mais on ne peut pas mettre de pneus de pluie. Ah, il y a des on pneus de peut. pluie. Ah, ben, il y a des pneus de pluie, mais il n'y a pas d'essuie-glace. Non. Mais s'il pleut, tu sais, c'est ça, mais exactement. Louis l'a dit, dès que Là, tu je sens tournes que à tout le droite, monde rit de nos amis sur le plateau présentement. mais tu sais, c'est pas évident. Ceci dit, Chase Elliott, François, a terminé premier. Kyle Larson a terminé 2e. Joey Logano a terminé 3e. Et bien connu dans sa famille, lui, probablement que ça l'a aidé un petit peu avec la pluie. Qui est-il? Ross Chastain Oh. a terminé 4e. Et le 5e, ben vas-y donc, le le top 5e. 5, c'est AJ Allmendinger. Voilà. Il reste 10 secondes déjà, François. La Ouais. prochaine course, elle est où? On le sait pas. Il sait pas elle est où la Je sais pas ce qui course. se passe. Je sais pas ce qui se passe. Charlotte. Elle est à Charlotte, en Caroline du Nord. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Bon déconfinement. Salut. Soyez quand même prudents. Ouais. Et à la semaine prochaine. Bye-bye. Salut.